tous, vous faites bien de choisir la télévision Espoir 47 à l'heure de l'édition de la mi-journée. Voici pour vous les titres. Restituer les résultats du premier tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et redéfinir les stratégies de sensibilisation de la population sur l'importance de ce vaccin. Tel est l'objectif d'un atelier animé par les responsables sanitaires hier à Théviers. La naissance prématurée a lieu avant le terme de la grossesse, un phénomène mondial dont les causes sont diverses. À l'étranger, Donald Trump donne son feu vert à une transition du pouvoir vers Joe Biden, une première depuis sa défaite qu'il refuse toujours de reconnaître. Le président élu lui a présenté une partie de sa future équipe hier. C'était les grandes articulations de cette édition. Un atelier de restitution des résultats du premier tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite s'est tenu hier à Théviers. Une occasion pour les responsables sanitaires de la région maritime de redéfinir les stratégies de sensibilisation de la population sur l'importance de ce vaccin administré aux enfants de moins de 5 ans, dont le deuxième tour se déroulera du 26 au 29 novembre prochain. Pierre Pouli et Souleymane Abdou pour les détails. Les résultats du premier tour de la vaccination contre la poliomyélite dans la région maritime sont en deçà des objectifs fixés par les autorités sanitaires. La rencontre de ce lundi a permis à ces autorités de définir de nouvelles stratégies avec les préfets et les maires de cette région afin de sensibiliser au mieux la population sur l'importance de cette campagne de vaccination dont le deuxième tour est prévu pour le 26 novembre et ce jusqu'au 29. Il faut dire que le résultat que nous avions obtenu n'était pas du tout satisfaisant. Nous avions obtenu une couverture vaccinale de 84%, alors que nous attendions à avoir au moins 95%. Donc, ça veut dire que pour ce deuxième tour, beaucoup d'efforts restent à faire. Deux situations ont joué en défaveur de cette couverture du premier tour, le manque de communication ou de sensibilisation de la population et les informations d'intoxication sur les réseaux sociaux faisant état de ce qu'il s'agisse des vaccins d'essai liés à Covid-19. C'est purement des vaccins qui sont destinés pour la polio. Il faut même rappeler que ces vaccins avaient été déjà acquis bien avant l'avènement de polio, depuis mars. D'autres régions, notamment les régions des savanes, Kara, Centrale et Plateau, avaient déjà mené cette campagne avant l'avènement de Covid. Donc les deux autres régions, c'est-à-dire Grand Lomé et Maritime, s'apprêtaient à mener cette activité lorsque Covid est arrivé et donc vous-même vous connaissez les répercussions que cette pandémie a menées. Toutes les activités ont été suspendues ou bien au ralenti. Donc je crois que c'est maintenant on veut reprendre. Et comment est-ce qu'on peut penser que des vaccins que nous avons disponibilisés depuis l'avènement de Covid deviennent subitement des vaccins de Covid? Donc je crois qu'il faut que la population enlève cette histoire de leur tête et qu'on puisse protéger nos enfants. Le directeur général de l'action sanitaire, Dr Beweli Essotoma, présent à cet atelier, a invité les parents à réserver un bon accueil aux agents de santé communautaire qui passeront dans les ménages afin de préserver les enfants contre la poliomyélite. La protection de l'enfance au cœur des réflexions des acteurs administratifs, sociaux, religieux et traditionnels de la commune d'Adétikopé. Ces derniers étaient ce week-end en atelier d'échange sur la question au chef-lieu de la commune. Un reportage de Yao Kamake. C'est une rencontre de grande portée de dialogue communautaire sur la réforme du système du bien-être de l'enfant dans le canton d'Adétikopé
une initiative des centres de développement des enfants et des jeunes, CDEJ, La Charité, Sichar et Excellence, respectivement des églises Vie Profonde, Mission Chrétienne et Ministère évangélique pour le salut des âmes, MESA. Objectif visé, poser les bases d'un organe fédérateur de la protection de l'enfance. Cette initiative est due au fait que nous avons des enfants en charge. Nous seuls, en tant que pasteurs, église, la manière dont nous avons ces enfants en charge nous rappelle, en nous amenant à comprendre que nous seuls, nous ne pouvons pas le faire pour que nous puissions trouver une solution adéquate. Là où nous avons fait, nous comprenons qu'il faut la communauté qui va nous aider à continuer cette charge que nous avons. Parce que l'éducation d'un enfant aujourd'hui, nous avons vu que tout est basé sur ce que nous avons été dicté. En réalité, l'éducation des parents et des rigueurs, ça peut apporter un plus et ajouter à ce que nous faisons. Les chefs religieux et les autorités locales participant aux travaux, représentants des 12 villages du canton d'Adétikopé, entendent associer leur énergie pour efficacement faire face aux problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les enfants du Togo en général et ceux d'Adétikopé en particulier. À travers cette formation, la communauté a pris conscience de l'urgence de revoir l'éducation de nos enfants. Parce que à l'allure où font les choses, si nous ne faisons pas un retour-pédalage pour recommencer l'éducation, je pense que nous allons tout droit dans le mur. Au terme des travaux, un plan d'action et un calendrier de recyclage ont été définis avec pour finalité la formation des responsables communautaires village par village afin d'aboutir à la mise en place effective d'un organe fédérateur devant œuvrer véritablement pour la protection des enfants. La crise sanitaire oblige. L'enseignement à double flux est obligatoire dans certains établissements scolaires cette année. Notre correspondant dans la maritime Est, Alain Alowanou, a fait le constat dans quelques établissements. Suivez le cas du lycée et de l'école primaire publique d'Agbelouvé dans la commune de Zio 3. Les cours se poursuivent dans les différents établissements scolaires quelques jours après le démarrage de la rentrée scolaire 2020-2021 au Togo. Nous nous sommes déplacés au lycée d'Agbelouvé et à l'école primaire publique de la même localité dans la commune de Zio 3. Tout compte fait, des stratégies sont appliquées pour le respect de la distanciation sociale. Vu le contexte particulier de cette année, marqué par la pandémie à la Covid-19, nous avons été amenés à organiser l'établissement à double flux. Donc il y a un groupe d'élèves qui arrive le matin et un groupe d'élèves qui va faire ses cours dans l'après-midi. Nous avons fait en sorte que, par exemple chez nous en particulier, le matin c'est les classes de terminale. Les classes de terminale, les classes de 6e, 5e, 4e, qui arrivent. Et dans l'après-midi, ça va être les classes de seconde, les classes de première A et les troisièmes. C'est comme ça que nous avons divisé l'établissement pour que tout se passe bien, pour que les élèves soient bien distanciés dans les salles de classe. Pour de bons résultats en fin d'année, la ponctualité et l'assiduité sont de rigueur, non seulement au niveau des élèves, mais aussi du côté des enseignants. Aujourd'hui, et avec leur présence effective et présence des enseignants aussi, nous comptons sur les enseignants et les élèves que si tout le monde est ponctuel, nous aurons quand même un bon résultat à la fin de l'année comme l'année précédente. Des élèves s'engagent à bien étudier et à respecter les enseignants. On nous a aidés. Nous devons travailler bien, apprendre les leçons, respecter les enseignants. Tout de suite, porter toujours nos cachinets. Ce n'était pas facile, mais à notre arrivée,
on s'est concentré en disant à la fin de l'année, nous allons avoir la réussite. Les autorités togolaises font feu de tout bois pour que l'année scolaire en cours connaisse une réussite parfaite. Pour son futur gouvernement. Nous quittons la région maritime pour la région de la Kara. L'inventaire des résultats de la campagne de transhumance 2020 a été effectué lors d'un atelier bilan qui s'est tenu du 19 au 21 novembre dernier à Kara. L'objectif était d'évaluer et apaiser la transhumance au Togo. Yves Aguemon, notre correspondant à Kara. L'atelier national sur le bilan de la transhumance 2020, débuté jeudi passé à Kara, a fermé ses rideaux samedi après 3 jours d'échange. Les débats ont porté sur les résultats de la campagne de transhumance 2020, la présentation du plan opérationnel de gestion de la transhumance POGT 2021 et l'intégration des communes dans le processus de la gestion de la transhumance. Au cours de cet atelier, les différents comités, il y a un comité national de transhumance, il y a les comités préfectoraux. Aujourd'hui, on va insérer dans ces comités préfectoraux les maires, les communes, une façon de décentraliser la gestion de la transhumance pour que chacun essaie de jouer sa partition. Il faut que tous les acteurs jouent pleinement leur rôle. C'est ça qui va nous amener à éviter des incidents, c'est ça qui va nous amener à limiter des incidents. Et c'est un incident que la résolution se fasse dans un bref délai, parce que souvent l'agriculteur, lorsqu'il ne voit pas le dédommagement ou l'indemnisation, c'est ça qui les rend furieux et à agir contre l'éleveur. Donc à l'issue de ce bilan, il y a des recommandations qui ont été faites, qui vont être appliquées dès la campagne prochaine. L'essentiel, avoir une transhumance apaisée. Des appuis, bien que modestes, sont mis à la disposition des comités préfectoraux en début de chaque campagne pour la gestion quotidienne du mouvement des troupeaux. Des efforts sont faits pour éviter la dévastation des champs par les animaux. Il s'agit de la négociation des couloirs de passage des animaux, lesquels couloirs sont délimités ou en cours de délimitation par les balises pour éviter qu'ils soient obstrués par les champs et délimiter le passage des animaux. 3 zones non agricoles, à savoir Yanda, Tetetou, Tchakosi, Dantessi, sont retenues pour les séjours des transhumants. 15 forages et 3 retenues d'eau sont réalisés dans les zones pour faciliter l'abreuvage des animaux. Certains marchés à bétail sont en cours de construction. 50C, Kondjoare, Agbassa et bientôt Agné et Tchévier, pour faciliter les échanges permettant d'améliorer les revenus des acteurs, commerçants, bouchers, distributeurs de viande, etc., et assurer le besoin de la population en viande et à bas dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Une délégation venue du Ghana a pris part à ces 3 jours d'atelier pour s'inspirer de l'expérience togolaise. Nous restons dans la même localité pour parler d'un autre atelier. Des études thématiques ont été menées sur les forêts communautaires d'Efolo et d'Aoudé dans la préfecture d'Assoli et Katandjala dans la préfecture de Bassar. Les résultats de ces études ont été présentés aux personnes ressources mercredi dernier lors d'un atelier à Kara. Nous retrouvons Yves Aguemon. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement de la résilience des communautés locales par une gestion concentrée et durable des écosystèmes forestiers et des terres, un consortium de 5 ONG avec à sa tête Agronomes et Vétérinaires sans frontières, AVSF, a organisé mercredi dernier dans la COSA un atelier de restitution et de validation des études thématiques des forêts communautaires de Katandjala, Efolo et Daoudé, respectivement dans les préfectures de Bassar et Assoli. Les études thématiques nous permettent de connaître la forêt, qui sont les habitants de la forêt, quels sont les arbres qu'on y trouve, de quelle nature, quels sont les animaux qui y vivent,
comment ces animaux y vivent. Quel est l'état de conservation de la forêt elle-même? Au bout du compte, on fait le zonage de la forêt avec les atouts, avec les menaces, avec les dynamiques d'évolution, et comme ça, on peut bâtir un plan d'aménagement et de gestion durable de ces forêts. L'objectif de ces études est de disposer de documents fiables au terrain en permettant à un grand nombre de personnes ressources de contribuer à l'aménagement des forêts. Ce document, comme je l'ai dit, va servir à la planification des actions, mais aussi aux stratégies qu'on doit adopter autour de la forêt. C'est pourquoi nous disons c'est un plan d'aménagement et de gestion. Là où la forêt n'est pas grande, nous parlons de plan simple de gestion. Soulignons que ce projet initié par le gouvernement togolais a été financé par l'Union européenne dans le cadre de l'Alliance mondiale de la lutte contre les changements climatiques, AMCC. On appelle naissance prématurée celle qui a lieu avant le terme de la grossesse qui correspond à la 41e semaine d'aménorrhée, soit 9 mois et demi à compter de la date des dernières règles. La prématurité est un phénomène mondial dont les causes sont diverses. Le bébé peut en sortir quand il pèse au moins 2 kg. Pierre Pouli nous en dit plus. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, un bébé sur 10 naît prématurément. Chaque année, 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde, alors que 53% des parents sont sous-informés de la situation. Prématurité, c'est tout enfant né avant 47 semaines de naissance, ça veut dire avant 9 mois. Donc, et ça se fait, on parle de prématurité des enfants qui sont nés à partir de la 22e semaine. Bon, en Europe, mais ici en Afrique, nous, c'est jusqu'à 28 semaines. Oui, tous ces enfants nés à partir de 28 semaines. Jusqu'à 36 semaines plus 6 jours. Bon, 36 semaines. On parle de prématurité. Déjà, quand vous parlez de 28 semaines, ça fait presque 7 mois. Avec un poids au moins de 500 grammes. Parce que le poids est important dans la prématurité. Au moins, avoir au moins 500 grammes de poids. Les infections génito-urinaires et beaucoup d'autres causes provoquent des accouchements prématurés. Il y a beaucoup de causes. Il y a l'âge maternel, les femmes avec un âge moins de 18 ans, les femmes de plus de 35 ans. Il y a certaines cardiopathies, il y a les maladies, le diabète, la tension, qui peuvent, la prééclampsie, qui peuvent entraîner ça. Mais surtout, il y a la béance cervico-isthmique, c'est-à-dire que le col qui est ouvert. C'est-à-dire que la dame a un col ouvert avant naissance, avant le thème de la grossesse, qui est même le facteur le plus prépondérant de la prématurité. Selon les médecins, certains facteurs doivent être corrigés chez les bébés nés prématurés. Il faut d'abord savoir que ça empêche chez l'enfant de l'hypothermie, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de température à moins de 36. Il y a l'hypoglycémie aussi. Il y a l'hypoglycémie, l'hypocalémie. Tous ces facteurs-là doivent être corrigés. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, on l'envoie chez le pédiatre qui des amis, qui fait ces contrôles-là. Il faut garder cet enfant au chaud. Et aujourd'hui en Afrique, c'est la méthode kangourou qui est le plus utilisée. C'est-à-dire le contact, j'ai quand même photo de contact entre la maman et l'enfant. Ça peut se faire entre la maman et l'enfant ou un parent qui peut aider la maman. Mais ça, la maman doit garder l'enfant sur elle pendant plus de 24 heures. Tout ce qu'elle fera, elle doit porter, tenir l'enfant avec un contact à contact. Ça, c'est le traitement de cette prématurité. Oui, maintenant, il y a différents types de prématurité. Il y a les grandes prématurités, comme on l'a dit, à moins de 28 semaines. Il y a les moyennes prématurités entre 32 et 34 semaines. Il y a les petites prématurités entre 34 et 36 semaines. Si la prématurité n'a pas assez de conséquences sur la maman, elle doit cependant consacrer un maximum de temps à s'occuper du bébé. L'impact sur la maman, c'est que la maman doit prendre beaucoup plus de temps pour cet enfant. Elle doit passer beaucoup de temps à s'occuper de cet enfant. 24 heures sur 24 heures. Et elle doit être au chevet de cet enfant, comme je l'ai expliqué avec la méthode kangourou. Et le poids de l'enfant est important.
C'est-à-dire que le gaver, peut-être elle enlève juste quand elle va aller peut-être que se laver, mais quelqu'un d'autre doit porter cet enfant à ce moment-là. C'est que l'enfant ne doit pas rester à terre comme un enfant normal, quoi. Que peut-être quand il pleure, on lui donne à manger. Non. La maman doit avoir constamment l'enfant avec elle. Donc ça demande beaucoup plus de temps, quoi. Beaucoup plus de travail pour la maman. C'est-à-dire qu'elle est un peu limitée dans ses autres activités. Parce qu'elle a plus de temps, elle doit consacrer son temps à cet enfant-là. Pour qu'il puisse grandir et prendre un peu de poids. À retenir qu'une journée est dédiée au phénomène de la prématurité. L'objectif de cette journée mondiale est d'éveiller la conscience mondiale sur les naissances prématurées, réfléchir sur des mécanismes à mettre en place pour lutter contre ce phénomène et rendre hommage à ces bébés et à leurs parents qui vivent des débuts mouvementés. C'est le 17 novembre qui est choisi, Journée mondiale de la prématurité. La page internationale à présent sur le continent africain. La pandémie contraint les partis politiques à s'adapter aux restrictions liées à la crise sanitaire. Vous le verrez au Tchad, le mouvement des patriotes tchadiens pour la République a fait sa rentrée politique à huis clos et la Covid-19 occasionne également des conséquences économiques. Le Nigeria a annoncé avoir réduit sa production de pétrole. Au Tchad, en dépit de la pandémie de Covid-19, les partis politiques se préparent activement pour les prochaines échéances électorales. C'est le cas du parti Mouvement des Patriotes Tchadiens pour la République, MPTR, qui a fait sa rentrée politique à huis clos ce 21 novembre 2020 pour limiter les risques de propagation de la maladie. Placé sous le thème « Rendre à la jeunesse ses opportunités », l'événement a permis au bureau exécutif du parti de dérouler ses programmes politiques et de faire son bilan. Les préoccupations de notre jeunesse constituent un point de droit absolu de revendication légale. Et vous verrez que cela tombe bien. Le MPTR n'est pas un mouvement qui négocie ses droits. Le parti a profité de l'occasion pour renouveler son attachement à la cause de la jeunesse pour un développement socio-économique inclusif et a réaffirmé ses engagements vis-à-vis des organisations politiques de l'opposition auxquelles il appartient. Par ailleurs, le mouvement des patriotes tchadiens pour la République a aussi appelé les partis de l'opposition à participer activement à toutes les consultations électorales et de rejeter la politique des chaises vides. Le MPTR s'engage à promouvoir la démocratie et en particulier à instaurer une politique fondée sur le respect de la souveraineté du peuple et de l'indépendance nationale. Créé en 2008 dans un contexte où le Tchad connaît une instabilité politico-sécuritaire, le parti MPTR a participé à toutes les consultations électorales depuis 12 ans. Son candidat à la dernière élection présidentielle, tenue en avril 2016, a occupé le 5e rang. La production pétrolière du Nigeria passe désormais à 1,4 million de barils par jour contre plus de 2 millions. Lundi 16 novembre, le ministère d'État en charge des ressources pétrolières a annoncé que le pays a pu réduire sa production de 600 000 barils par jour. Entre autres raisons évoquées, les quotas imposés par l'OPEP. Du fait de la pandémie de coronavirus, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP et ses alliés a demandé à ses pays membres de revoir à la baisse leur production pétrolière respective afin de rééquilibrer le marché et revaloriser les prix qui stagnaient. Les experts tablent sur un consensus autour d'une valeur entre 43 $ le baril pour la fin 2020 et 48% le baril pour le premier trimestre 2021. Donc voilà où se situent les cours. La production, suivant les accords de baisse de production qui ont été convenus par l'OPEP+, la plupart des États comme le Nigeria ont respecté sur un taux de 103% les accords de baisse de production. Les stocks restent néanmoins toujours très importants, ce qui fait que les prix vont continuer à rester stables. En mai 2020, les autorités nigérianes avaient initialement annoncé une réduction d'environ 417 000 barils par jour, représentant 23% de la production, mais ce chiffre a finalement été surpassé. Cette réduction n'est pas sans conséquence pour le gouvernement du Nigeria, qui voit déjà ses revenus chuter de 60%. Il reste encore beaucoup à faire à un pays comme le Nigeria et la conjoncture actuelle sur le marché pétrolier n'arrange pas le pays parce que ses recettes sont en chute libre, comme vous avez pu le constater, et il faut absolument
sentiment qu'avec les annonces qui sont faites, par exemple sur la découverte d'un vaccin contre la Covid-19, que les prix du pétrole repartent peut-être à partir du deuxième trimestre 2021 à la hausse pour que le Nigeria puisse avoir les moyens de financer sa diversification économique et sa transformation structurelle de son économie. Le Nigeria est le premier producteur africain du brut. Les hydrocarbures représentent pour le pays plus de 90% des recettes d'exportation. Les États-Unis pour clore cette édition 3 semaines après la présidentielle. Donald Trump n'accepte toujours pas sa défaite, mais fait un pas. Dans un tweet, il donne son accord pour que la transition démarre avec le président élu Joe Biden. Le 46e président américain lui a présenté une partie de sa future équipe hier. Pour son futur gouvernement, Joe Biden a choisi l'expérience. Des personnalités qu'il connaît bien pour les avoir côtoyées sous la présidence de Barack Obama. Tout en haut de la liste, Janet Yellen est pressentie pour prendre la tête du Trésor américain. Si sa nomination était confirmée, elle deviendrait la première femme à occuper le poste en 231 ans d'existence. Cet économiste reconnu défend un plan de relance basé sur des aides gouvernementales massives alors que le chômage explose à cause de la pandémie. Si Alejandro Mayorkas prenait la tête de la sécurité intérieure, ce serait aussi une première pour un hispanique. Pour Joe Biden, l'objectif est de renouer avec les différentes communautés du pays, mises à mal par les politiques migratoires du président Trump. Hi, I'm John Kerry. Lui n'en est plus à sa première. Ancien sénateur, ancien secrétaire d'État, John Kerry devient le représentant pour le climat de l'administration Biden, un poste nouvellement créé. Fervent défenseur de l'environnement, il avait signé en tant que secrétaire d'État sous Barack Obama les accords de Paris en 2015 que les États-Unis rejoindront à nouveau début 2021 après le retrait amorcé par Donald Trump. Parmi les autres visages qui pourront constituer le futur gouvernement, celui d'Avril Haines comme directrice du renseignement et de Linda Thomas-Greenfield, diplomate de métier, pressentie pour devenir la future ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Quant au futur visage de la politique étrangère américaine, le voici, Anthony Blinken, francophone et ancien numéro 2 du département d'État. Avant même son éventuelle confirmation par le Sénat, cette nouvelle équipe marque déjà une rupture avec l'administration sortante. Plus de parité, plus d'origines diverses, mais aussi plus d'expérience pour affronter les crises qui attendent l'Amérique. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.